inspecteurs vétérinaires, ils ferment leur gueule. Ils ferment leur gueule. Il faut savoir également que les éleveurs qui travaillent et qui produisent donc ce type de cochons ne mangent pas les cochons qu'ils produisent. Hein. Donc, t'étonnes pas que si tu te chopes un staphylocoque doré et que tu peux pas être soigné avec des antibiotiques, tu vas crever, et tu vas crever parce que t'en as trop bouffé. Bonjour à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate avec Gilles Lartigot sur le Média en 442. Bonjour Gilles. Bonjour Kate et bonjour à vous qui nous regardez. Comment tu vas depuis ta venue sur Paris ? Je suis en pleine promotion, donc c'est une partie que j'apprécie, hein, puisque lorsque tu publies un livre, en général tu aimes en parler. Et il se trouve que ce manifeste, d'ailleurs, il va nous servir dans cette capsule. Voilà, sert à avoir des chiffres, voilà, à avoir des données brutes, des faits qui sont sans concession, des faits bruts avec des chiffres et sur lesquels on peut apporter quelques commentaires. Bah oui, on peut rappeler quand même que tu es l'auteur de 2 best-sellers et que tu viens de sortir un manifeste intitulé La jungle alimentaire, bilan d'une décennie, et c'est ce que tu étais venu nous présenter en studio. Alors, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau numéro, hein. Et pour aujourd'hui, c'est vrai que tu as hésité entre 2 sujets à traiter. Et puis finalement, ton choix s'est porté, on va dire, sur une thématique non moins importante. Mais avant d'en dire un peu plus, je vais quand même rappeler aux spectateurs, excuse-moi Gilles, de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes nos vidéos et de mettre un pouce. Et puis en plus, actuellement, on est en pleine cagnotte, alors n'hésitez pas à suivre le lien en description et à nous soutenir via un don, parce que même 1 euro compte pour nous. Pour cette 10e capsule des rendez-vous de Kate, tu as choisi de parler du cochon. Ça a été ma première enquête que j'ai faite dans le domaine de l'élevage intensif. C'est un article que j'ai écrit notamment dans le magazine La Furia, où l'article s'appelait « Les cochons zombies ». Et les cochons zombies, en fait, c'était ces cochons qui sont élevés dans des élevages intensifs depuis les années 60. Et je racontais comment j'étais arrivé à faire ces enquêtes d'investigation qui m'ont profondément bouleversé, parce que l'élevage d'un cochon, c'est quand même c'est assez terrible. Bon, je vais pas jouer aux militants antispécistes, hein, je rassure ceux qui nous écoutent, qui vont écouter cette capsule, mais depuis les années 60, en fait, l'élevage intensif a grossi, c'est comme on dit, intensifié, est devenu immensément majoritaire, puisque 95% des cochons aujourd'hui sont élevés dans ces élevages-là. Mais je voudrais replacer, tu sais, comme j'aime bien m'appuyer sur l'histoire, le cochon justement dans notre histoire, comment on le consommait et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse également, parce que est-ce que tu consommes toi du cochon, du jambon, ce genre de choses? Alors moi, déjà, ce qu'il faut savoir, j'ai l'impression qu'à chaque nouveau numéro avec toi, il faut que je dévoile un peu plus ma vie privée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas une grande fan de viande, vraiment. Voilà, j'aime le poisson, j'aime les crustacés, mais la viande, à part le poulet, tu vois, la viande blanche, voilà. Tu sais que, ouais, je m'en doutais un petit peu, mais tu sais que le jambon, notamment le jambon puré, c'est le plat préféré des enfants. Hein. La purée, bien entendu, la purée en flocons, hein, qui est prête en 2 minutes. Et ce jambon, donc on parlera à la fin de cette capsule, parce que je t'ai fait un focus, je ne vais pas te faire je vais pas avoir l'outrecuidance de te proposer une recette de faux jambon. Hein. Moi, je suis pas du tout, je dirais, ce style de personne qui va, tu sais, on appelle ça les simili-carnés. Hein. Donc, c'est des simili-carnés à base de végétaux. Moi, je suis assez critique par rapport à ce type d'aliments. Mais on va faire un focus sur le jambon et on va voir quel est le meilleur jambon, je dirais, à consommer. En tout cas, comment éviter les pièges de notre alimentation moderne. J'aimerais qu'on revienne sur cette expression « tout est bon dans le cochon ». Si je peux me permettre quand même un aparté, c'est que t'as voulu en parler, surtout du porc, parce que c'est aussi une des viandes qui est les plus consommées en France. Ça, on peut peut-être le rappeler. Tu m'as donné des chiffres, environ 30 kilos par habitant par an. Donc, c'est quand même énorme. Donc, c'est un sujet quand même essentiel. Oui, tout à fait. Parce que bon, voilà, c'est une des viandes les plus consommées aujourd'hui.
Mais je dirais avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, il y a un peu moins de 100 ans, ce n'était pas le cas. Hein. On consommait beaucoup moins d'aliments carnés et encore moins de cochons. Parce qu'en général, le cochon était élevé dans une ferme, on le tuait. D'ailleurs, en fait, c'est une coutume qui existe encore. Ça s'appelle le tue-cochon. Alors, le tue-cochon, sache, Kate, que c'est une tradition qui est encore dans les campagnes, pas uniquement françaises, hein, mais européennes, qui consiste en fait à abattre le cochon de la ferme, à condition bon, que ce cochon ait été élevé dans la ferme et soit destiné à la consommation familiale. Et parce qu'en fait, il y a une dérogation aux règles légales qui imposent l'abattage. Tu sais, les animaux d'élevage doivent être destinés à la consommation, doivent être abattus dans des abattoirs agréés. Mais là, en fait, il y a une dérogation. En France, c'est dans le code rural de la pêche maritime. Et cette pratique, en fait, elle est inscrite dans l'inventaire du patrimoine culturel en France depuis 2012. Donc, il y a encore des personnes qui pratiquent donc le tue-cochon, c'est-à-dire qu'on élève un cochon et on va le consommer durant toute l'année. Parce que voilà pourquoi on dit que tout est bon dans le cochon, parce que réellement, tout est bon dans le cochon. Enfin, tout était bon dans le cochon jusqu'à aujourd'hui, mais tout est bon dans le cochon, voilà, parce que toutes les parties du cochon peuvent être utilisées. Donc c'est un animal en fait on voit cette richesse et sa polyvalence, que ce soit culinaire ou pratique. Et en fait, le cochon est associé également au zéro gaspillage. Je vais te donner des exemples. Tu sais, bon, avec le sang de porc, on va faire quoi? Des boudins, voilà. Ensuite, t'as les parties nobles, t'as le filet mignon, rôti, échine, côtelette, jambon, tu vois, donc ça va servir, donc c'est les parties nobles qu'on mange comme de la viande. Il y a les morceaux pour la charcuterie, c'est les saucisses, rillettes, andouilles, pâtés, etc. Il y a les abats, les pieds de porc. Tu sais, les pieds de porc sont excellents pour le collagène. Il y a les oreilles, je me rappelle les oreilles de porc qui étaient consommées notamment au Québec, voilà, les oreilles de porc qui sont frites, on mange même la queue, tu vois, le foie, le rein, etc. Avec le gras, on va faire le saindoux. On va utiliser également la couenne. Avec les poils du cochon, on va faire des brosses et des pinceaux. Il y a la gélatine et la colle qui sont faites à partir de la peau et des os. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que tout est bon dans le cochon. Voilà. Mais après, il y a la dimension aussi culturelle. Il faut savoir qu'en France, quand même, il y a des AOC. Tu as par exemple le jambon de Bayonne. Donc c'est un jambon cuit, salé. Bon, tout le monde le connaît. En fait, c'est emblématique du Sud-Ouest. Et donc c'est une appellation, c'est un AOP, hein, appellation d'origine protégée. On connaît tous ce jambon de Paris, bien entendu. C'est ce jambon blanc cuit. Voilà, il y a les saucissons secs, il y a les andouilles de Bretagne, produit, tu vois, emblématique également. Hein. L'andouillette notamment de Troyes. Qui est fait à partir donc de gros intestins. Il y a la rillette du Mans, hein, en sartoise, et puis le pâté de campagne, la terrine, etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui font partie justement de la culture française, qui sont bien ancrés en fait chez nous, qui sont faits à base donc de cochon. Mais c'était voilà, je dirais c'était jusque dans les années 50. Et jusque dans les années 50, alors pourquoi? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut toujours exploiter et parler de cette expression « tout est bon dans le cochon » ou bien on est loin de cette On est loin du expression? cas, parce qu'en fait, aujourd'hui, on consomme on verra hein, que c'est une viande qui est chargée donc en oméga 6, en antibiotiques, et il y a aussi, là, je vais jouer un petit peu mon militant pour la cause animale. Hein, ce sont des conditions vraiment qui sont concentrationnaires, qui sont abominables. Les conditions Quiconque d'élevage. et je raconte, tu vois, justement de l'article où je faisais allusion tout à l'heure, les cochons zombies. Je m'étais fait accompagner à l'époque, c'était un homme fort, donc tu vois, c'est les hommes forts, c'est des compétitions d'hommes forts, c'est quelqu'un qui faisait quasiment 200 kilos. Qui m'a accompagné lorsque j'ai fait une investigation dans un élevage intensif au Québec. Et par rapport à ce qu'il a vu, il a arrêté de consommer quasiment de la viande. J'ai fusillé sa compétition qui avait lieu 3 semaines après, parce que voilà, ça lui a fait vraiment un choc. Il s'imaginait pas les conditions dans lesquelles étaient élevés les cochons, et on va en parler après. Mais revenons donc dans l'histoire, revenons sur cette période cruciale qui est la période après-guerre avec, c'est un petit peu mon dada, hein, j'en parle très souvent, c'est en fait le plan Marshall. Il faut savoir que tous ces élevages intensifs, en fait, donc, ont commencé à se développer dans les années 50 et 60. Parce qu'il y a eu le contexte de la modernisation agricole,
donc encouragé par la politique agricole commune, hein, la fameuse PAC, on en entend parler aujourd'hui, voilà, et surtout par le plan Marshall. Donc le plan Marshall, en fait, ça a été les États-Unis qui ont prêté et qui ont même donné certaines sommes d'argent, notamment pour reconstruire l'Europe. Mais il faut savoir que c'était sous couvert de nous fournir également des produits américains. Mais là aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, parce que après la Seconde Guerre mondiale, la France donc a cherché à augmenter sa production agricole pour atteindre cette cette utopique autosuffisance alimentaire. Et donc, on a pris comme exemple le modèle agricole américain. Donc, c'était Edgar Pisani sous le général de Gaulle. Donc, on prend ça comme référence. Donc, on a intensifié les productions animales, mais aussi végétales. Et là, il y a eu les premières fermes spécialisées dans l'élevage porcin. Et là, en fait, il y a eu cette volonté, notamment d'Edgar Pisani, de faire de la Bretagne une terre à cochons. Et donc, l'élevage porcin s'est développé très fortement, notamment en Bretagne. Les années 60, en fait, il y a eu cette industrialisation. Donc là, on est sur les 30 glorieuses, c'est 45-75. Donc il y a une croissance économique, transformation, tu vois, du secteur agricole. La viande devient un petit peu plus, je dirais, bon marché, puisque plus on produit, moins on vend cher, tu vois. Et donc la production chez les consommateurs augmente. Et ensuite, il y a eu cette PAC vraiment qui a encouragé les exploitations intensives. Voilà, grâce à des subventions. Donc, on a favorisé également les emprunts. Les paysans se sont endettés. On a créé le crédit agricole pour ça, pour que les paysans s'endettent et aujourd'hui ils se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur crédit. Et donc, dans les années 70, il y a eu cette standardisation. Donc, les élevages intensifs se sont généralisés. Donc, comme je t'ai dit, particulièrement dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne. Parce qu'il y avait aussi la proximité des ports. On importait notamment le soja, tu vois, d'Amérique. Et c'est là, en fait, que la Bretagne est devenue la principale région productrice de porc en France. Et on a commencé à niquer les terres bretonnes, parce qu'on quasiment les a fusillées à cause, des algues vertes, puisqu'on va voir les conséquences après de ces élevages intensifs. Donc, tu vois, que cette période cruciale de notre histoire, qui est cette période après-guerre, de modification de notre mode alimentaire, ça a été l'industrialisation et ça a été aussi les élevages intensifs. Et il faut savoir que les porcs aujourd'hui font partie des animaux qui sont le plus élevés dans ce type d'élevage. Comme je te dis, c'est en France, c'est 95% quand même. 95% des porcs sont élevés dans ces élevages intensifs et j'aimerais, si tu veux bien, parler un petit peu de ce qui se passe dans les élevages intensifs. Mais moi, j'ai une question avant que tu enchaînes justement sur le mode d'élevage et qu'on comprenne bien en fait l'évolution, parce qu'on est parti d'un élevage, on va dire sommaire, un petit paysan, et puis progressivement avec l'arrivée du plan Marshall, avec l'arrivée de la PAC, les élevages en fait se sont agrandis finalement, la consommation aussi, tu l'as dit. Est-ce qu'on a créé une espèce de surconsommation de cette viande? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pour toi, qui a été voulu, que le Français, finalement, les Français consomment de plus en plus du porc? Alors, il y a pas de complot derrière tout ça. Derrière l'alimentation, l'empoisonnement géré par l'alimentation, il y a rien de complotiste, les amis. Il faut se calmer. Il faut pas avoir des complots de partout. Mais c'est uniquement l'argent en fait qui mène le monde, on le sait, et notamment l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire profite en fait de cette manne qui est l'élevage intensif, parce qu'on peut produire un porc quasiment en 4 mois. On a un porc de plus de 100 kilos. Tandis que dans les élevages traditionnels, il faut quasiment, selon les races, entre 1 et 2 ans, quoi. Donc on a intensifié les poulets, c'est pire, tu as un poulet en 30 jours, tu vois. Donc on a surproduit, parce que c'est vrai qu'on manquait de tout, et il faut pas jeter en fait l'opprobre sur des personnes comme Edgar Pisani, tu vois. Parce qu'à la fin de sa vie, je pense que il y a eu plusieurs interviews dans lesquelles il regrettait notamment le roman des terres. Bon, peut-être qu'on fera une capsule là-dessus. C'est quelque chose aussi qui me tient vraiment à cœur. Donc, il n'y a pas eu pour moi de volonté, hormis celle de compagnies qui produisent du cochon. On va pas les citer,
mais avec toutes les publicités, bien sûr, qu'on a eu droit dans les années 70 et 80. Après, ça a été la facilité. Comme je te dis, pourquoi le plat préféré des enfants, c'est le jambon puré? Parce que c'est pris en 5 minutes. Tu vas dans le frigo, tu ouvres ta boîte en plastique et tu prends ton jambon nitrité, plein de conservateurs, rose. Et là, tu vois, on a modifié parce qu'un jambon, c'est pas rose, en fait. Et ben Le justement, jambon, c'est une viande grise, voilà. Alors, et on va comprendre le processus, en fait, avant d'arriver à ce produit qui est devenu industriel, on va comprendre le processus, en fait, comment est élevé cet animal. Ouais, comment sont élevés les cochons? 95%, puisqu'après on reviendra aussi sur la politisation qu'on fait certains partis, notamment par rapport justement à la cause animale, mais et aussi de faire la différence entre les petits producteurs qui produisent, je dirais, les 5% restants. C'est vrai que les 5% restants, on va pas les trouver dans les supermarchés. Alors on va commencer par le porc, si tu veux bien. Donc le porc, en fait, la problématique, c'est qu'ils sont enfermés, donc dans des enclos. La surface minimale qu'il leur est allouée par la réglementation, c'est en fonction de leur poids. Un cochon de 100 kilos, tu vois, il dispose même pas d'un mètre carré. Il dispose de 0,65 mètres carrés pour vivre, tu vois. Donc en fait, c'est une promiscuité qui empêche les cochons déjà d'assouvir leurs besoins les plus essentiels, quoi, tu vois, se reposer à l'écart de leur déjection. Parce que moi, quand je suis rentré dans ces hangars, ça pue la mort, quoi. Vraiment, c'est une horreur. Ça sent vraiment très, très fort. Mais à la limite, tu peux te dire, ça sent la campagne. Non, mais là, ça sent vraiment, c'est très, très acide. Et on voit que ces porcs, ils sont dégueulasses, en fait. Ils sont pleins de merde. Il y en a certains qui sont couchés parce qu'en fait, ils passent 80% de leur temps couchés au sol. Ils peuvent pas bouger. Dans leur merde. Et ils mangent ça aussi. C'est abominable, tu vois. Donc, après, on est plus ou moins sensible. Je veux bien qu'il y a des gens qui nous regardent, là, qui nous écoutent, qui n'ont pas de cœur. Mais je vous assure que si vous voyez, si vous sentez, je dirais, l'horreur et cette viande qui est élevée dans des conditions concentrationnaires, il faut savoir également que les éleveurs qui travaillent et qui produisent donc ce type de cochons ne mangent pas les cochons qu'ils produisent. Hein. Ils savent très bien, je dirais, toutes les merdes qu'ils leur envoient à coups de picouse, d'antibiotiques, etc. C'est bien de le souligner. Oui, oui. Bien de le Alors, souligner. je ne vais pas dire tous, peut-être, mais bon, la plupart que j'ai rencontrés et j'ai travaillé avec eux me disaient non, on mange pas cette viande-là, elle est juste pour exporter, etc. Après, c'est des gens aussi qui sont pris dans des pièges. S'ils ont tellement investi, tu sais, ça coûte des millions d'euros de faire des hangars comme ça pour des cochons. Hein. Donc une fois que tu as investi et que tu dois payer tes traites, du jour au lendemain, tu vas pas te dire ah ben non, j'arrête, je vais me transformer en production bio. Voilà, c'est le grand mensonge en fait de toutes les partis antispécistes qui veulent comme ça, je dirais, du jour au lendemain qu'un producteur industriel devienne un producteur bio. Bon bref. Donc ils sont élevés. Alors ils sont pas sur du sol, hein, ils sont sur des caillebotis, tu vois. Donc c'est un sol qui est couvert de béton, qui est un béton ajouré. Hein. Et parce que bon, il faut bien que le lisier, enfin la pisse, la merde, etc. s'évacue, tu vois. Donc ils peuvent pas fouiller avec leur groin, etc. Bon voilà. Alors ça influe leur comportement parce que la frustration et le stress, si tu veux, ils ont donc ils sont agressifs. Moi je voyais des porcs comme ça qui marchaient en arrière, tu vois, on dirait comme dans le film L'Exorciste, tu vois. C'est bizarre. Quoi. Ils ont des morsures aux oreilles. Donc c'est pour ça qu'en fait on va sectionner leur queue, on va limer les dents, etc. pour pas qu'ils s'agressent entre eux. Parce que voilà, un porc c'était quoi? C'était un porcelet avant. Donc il faut qu'on parle des porcelets parce que les porcelets, alors à 7 jours, à peu près, un peu moins d'une semaine, alors ils subissent 3 mutilations. Alors les 3 mutilations, la première en fait c'est qu'on leur coupe la queue. Donc c'est 99% des élevages français coupent systématiquement la queue des porcelets. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Mais oui, parce que sinon ils se la mordent la queue. C'est pour pas qu'ils se mordent la queue, tu vois. Et pourtant, c'est interdit depuis plus de 20 ans de couper la queue, mais il y a une complaisance des services vétérinaires. Il y a une mise en garde aussi de la Commission européenne en 2020, mais la quasi-totalité des élevages continuent de mutiler les animaux. Mais tu vas dire, mais pourquoi? Mais parce que les inspecteurs vétérinaires, ils ferment leur gueule. Ils ferment leur gueule. Hein? Donc, si tu veux, c'est un système qui est tellement puissant aujourd'hui. Il y a une omerta qui est incroyable, que les services vétérinaires, en fait, ne relèvent pas les infractions. Sinon, voilà, c'est interdit. Personne ne pourrait aujourd'hui couper les queues. Bon, c'est toujours le cas. Il y a les pointages des dents. Là, c'est pareil, c'est interdit, mais on le fait quand même. Donc, les pointages des dents, c'est-à-dire qu'on leur coupe les incisives avec la pince coupante.
Bon, il faut savoir quand même que les cochons, les amis, c'est pas des volailles, c'est pas des poulets. Hein. Les cochons, c'est des mammifères. Hein. Nous sommes des mammifères également. Hein. Donc certains disent que les cochons sont intelligents. C'est vrai qu'ils développent une certaine intelligence. Hein. Ils peuvent aussi se comporter comme un chien. On va pas jusque là, on va pas faire l'anthropomorphisme. Mais le cochon est un animal sensible. Donc voilà. Donc tu lui coupes les dents ou alors tu le meules. Bon ouais. Personne n'aime la meule, hein. Tu sais, cette roulette chez le dentiste, hein. Bon, on a tous peur, hein. Voilà. Donc, c'est les pointages des dents. Et ensuite, il y a la castration. Alors, pourquoi on castre Les les porcelets. porcelets? Parce que, soi-disant, ça permet d'éviter une odeur nauséabonde qui est dégagée à la cuisson, mais c'est dans moins de 3% des cas. Bon, donc, par précaution, 75% sont castrés. Et il y a eu quand même une avancée, bravo, merci aux associations de protection animale quand même. Depuis le 1er janvier 2022, la castration à vif, elle est interdite. Là, il y a une anesthésie locale. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a qu'une toute petite partie, un petit pourcentage en fait des porcelets qui sont gardés pour la reproduction finalement. Oui, après voilà, c'est les verras, ouais, tout à fait. C'est ceux qui sont gardés pour la reproduction, bien entendu. Mais après, il y a une grande partie aussi des porcelets qui sont tués. On appelle ça le claquage des porcelets. Il y en a des millions, parce qu'il faut savoir que, en fait, la production de porc aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, c'était 24 millions en 2013. Là, je reprends donc les chiffres du manifeste La Jungle Alimentaire. Aujourd'hui, c'est 22 millions. Il y a 2 millions de moins. En fait, c'est une production qui a diminué à peu près de 8%. Il y a plein je dirais, d'explications. Oui, parce que c'est contradictoire. En même temps, la consommation, elle augmente et en même temps, la production, elle diminue. Non, la consommation ne monte pas. C'est une des viandes les plus consommées, mais la consommation n'a pas augmenté quand même. D'accord. Parce que la production n'en monte pas. Après, il y a quand même une grande partie des porcs aussi qui sont à l'export. Hein. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation entre notre production française et notre consommation. Mais si tu veux, le nombre de porcs a diminué, des porcs d'élevage donc intensif, tu vois, à peu près de 2 millions. Et par contre, tu as une production de porcs biologiques qui est passé du 1% du cheptel en 2014 à 7% en 2023. Donc il y a quand même une prise de conscience qu'aujourd'hui, voilà, les élevages intensifs n'ont pas forcément bonne presse. Hein. Donc pour en revenir à ces petits porcelets, si tu veux, que l'on va claquer pour tuer. Alors j'invite les parents qui ont des enfants et qui mangent du jambon à leur montrer des images du claquage des porcelets. Voilà. Vous allez sur YouTube, vous voyez le claquage du porcelet. Et vous verrez que votre enfant va peut-être un peu moins manger les jambons. Non, mais pourquoi c'est cruel, Kate? Pourquoi c'est cruel? Alors, explique-moi pourquoi c'est cruel de montrer à un enfant la réalité de ce qu'il mange. Parce qu'un enfant, alors moi, c'est ma position de maman. Je ne pourrais pas montrer ce genre d'image à mes enfants, sachant qu'ils sont sensibles. Voilà, c'est. Et pourtant, alors, je veux pas prendre ton exemple. Selon en plus leur âge. Je sais pas, c'est tellement si violent, vous donnez du jambon à votre enfant, tu crois pas que c'est cruel ce qu'on fait aux cochons, comment on les élève? Eh ben si là, vous donnez du jambon, si vous donnez du jambon à vos enfants, montrez-leur comment sont élevés la viande qu'ils mangent. Alors dans ce cas, moi j'ai envie de te dire, plutôt, là c'est la responsabilité des parents d'arrêter d'acheter ce jambon préparé industriellement. C'est leur responsabilité. Voilà. On y reviendra après, mais tu nous donneras certainement des conseils pour bien manger et pour manger. Je sais pas si vous allez apprécier les conseils. Un cochon sain, mais en tout cas, ouais, c'est la responsabilité sincèrement des parents. Bon, on va pas débattre sur ça quand même. Non, mais j'aime bien quand on n'est pas d'accord. J'ai joué un petit peu mon provocateur. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas comme ça, je dirais, dans la vraie vie. Mais je t'assure que lorsque tu as vécu, comme j'ai vécu, l'intérieur, je dis au moment de ces élevages intensifs, de voir la souffrance des animaux. Pourquoi aujourd'hui je mange plus de porc, moi? C'est pas parce que parce que les images que j'ai en tête m'empêchent d'apprécier la viande que je vais manger. D'accord. Tu sais, donc je veux pas aujourd'hui que les enfants ne mangent plus de jambon. C'est juste vous faire comprendre qu'on a une dissonance cognitive qui est absolument incroyable lorsqu'on mange.
En Mais fait, complètement. vous ne connaissez pas ce que vous mangez. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous mangez parce que c'est bon au goût. Vous mangez pas parce que c'est par nécessité. Plus personne aujourd'hui va chasser. Non, pardon aux chasseurs qui sont encore là. Non, mon grand-père était chasseur, voilà. Il y a encore des chasseurs. Et je respecte les chasseurs, tu vois. Je respecte les chasseurs, pourquoi? Parce qu'ils ont conscience qu'ils vont tuer un animal, mais pour le manger. Ils tuent pas un animal pour le plaisir. Ils tuent un animal pour le manger, pour nourrir leur famille. Et ça, il faut remettre quand même l'église au centre du village. Parce que les associations d'antispécistes font beaucoup plus de mal à la cause animale que des personnes modérées comme moi. Le problème, c'est que des personnes modérées comme moi, il y en a très très peu. Il y en a très très peu qui vont vous dire, allez-y mollo sur la viande, choisissez, mangez-en moins, mangez de la meilleure qualité, faites travailler des gens comme Pierre-Guillaume Mercadal, la ferme des cochons laineux, où il élève 80 cochons sur 10 hectares pendant 2 ans. Alors c'est sûr que c'est une viande qui va coûter au moins 2 fois plus cher, et tant mieux, et tant mieux. Par contre, avec cette signature du Mercosur, où on va avoir du cochon qui va arriver du Québec, moi je sais comment ils sont élevés les cochons au Québec, c'est pire qu'en France, qu'on va avoir du cochon qui va arriver d'Amérique du Sud, avec des prix très très bas, mais vous les achèterez pas des prix très très bas, vous les achèterez un petit peu plus bas que les porcs français. Par contre, les distributeurs vont se gaver, ils vont augmenter leur marge, et c'est eux qui vont se gaver sur votre dos, parce que vous allez manger de la chair d'animaux qui ont reçu des antibiotiques. Personne ne sait ça. Que les antibiotiques, quasiment 40% des antibiotiques en produit, sont pour l'élevage des cochons. On les shoot aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que les conditions sont horribles. Et même avec les antibiotiques, il y en a quasiment 20% qui meurent avant l'abattage. Donc voilà, j'étais un petit peu provocateur, mais juste par curiosité, allez voir le claquage des porcelets, parce que c'est quelque chose qui est immonde. C'est-à-dire qu'on les tape contre un mur ou on les tape par terre, la tête, comme ça, on les prend par la tête, bing, bing. Les petits porcelets que tu vois en dessin animé, tu vois le petit cochon, tu mets dans la tirelire. Tu sais, Tu veux Gilles, voir comme il finit le petit cochon? tu sais, Gilles, en préparant cette capsule, je t'assure que ça m'a retourné. Et tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, tu m'as dit, oh, t'as pas l'air d'avoir autant la pêche que d'habitude. Eh ben voilà, la raison pour laquelle j'ai pas la pêche autant que d'habitude, parce que vraiment, c'est terrible. C'est tellement cruel. Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis trop sensible, mais mais t'es sensible, vraiment. c'est normal. C'est normal. Tu es une femme. Tu es une femme, donc tu dois être beaucoup plus sensible que les hommes. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Alors avoir la pêche quand on parle d'un sujet aussi grave, et tu as raison de t'énerver, d'en parler avec émotion, parce qu'on est dans l'émotionnel là. Mais oui. Je surjoue peut-être un petit peu l'énervé. Comme on a augmenté la production, en fait, les truies donc vont mettre à bas en général entre en moyenne 16 porcelets aujourd'hui. Le problème, c'est que si c'est les 16 porcelets, il y a 70% des truies qui ont 12 tétines. Il y en a 25% qui en ont 14, il y a que 5% qui ont 16 tétines. Donc tu vois que il y a trop de porcelets par tétine. Et donc ils vont se battre. Donc il y en a certains, on les appelle les avortons. Je trouve que le surnom est bien choisi, hein, voilà, les avortons, donc ils vont finir à la tête écrasée dans le sol. Bon, voilà. Par contre, je vous ai parlé des porcs, c'est pas terrible, les porcelets, hein, mais les truies. Les truies, en fait, elles passent la moitié de leur vie dans des stalles. Les stalles, en fait, c'est des cages en fer. Voilà, elles sont là, elles peuvent pas bouger. Pourquoi, Gilles, elles peuvent pas bouger? Ben parce que si elles bougent, elles pourraient écraser leurs petits. Mais dans la nature, ça se passe pas. Mais dans la nature, tu as de l'espace, tu vois. Là, t'as pas d'espace. L'espace réduit. Donc, en fait, elles sont enfermées dans des stalles la moitié de leur vie. Elles vivent en général 33 mois. Donc, tu vois que ça fait un peu plus d'un an, quand même, enfermées dans une cage en fer. Donc là, elles vont rester avant la gestation, pour pas que, voilà, elle va mettre bas pendant l'allaitement, etc. Donc, voilà. Les truies, dans des stalles, c'est terrible. En fait, l'élevage de cochons, c'est terrible. Et moi, c'est vrai que ça me remue encore, tu vois, 10 ans après. Voilà. Et je me réjouis vraiment qu'il y ait quasiment, tu vois, de 1 à 7% de plus d'élevage bio. Et là, je veux vraiment rendre hommage, tu vois, à des petits éleveurs. Je parle toujours de Pierre-Guillaume Mercadal, parce que pour moi, c'est quand même un symbole. Hein, et vraiment, son élevage, et pourtant, je te dis, je mange pas de porc. Bon, puis Pierre m'a dit, mais moi, c'est moi qui te referai manger du porc. Voilà, il s'est donné ça comme mission, peut-être qu'il réussira.
Mais c'est vrai que c'est des porcs qui sont élevés dans la nature. Et là, tu vois, c'est là où je suis contre le message des végans, des antispécistes, comme L214, comme Emery Caron et la Rêve. Je les soutiens lorsqu'ils dénoncent que ce soit la vivisection, horrible, hein, on va pas parler de vivisection ce soir, parce que je vais vous fusiller la soirée sinon, et donc les élevage intensifs. Mais ce sont des gens, c'est des antispécistes. L214 vont dans la rue pour fermer tous les abattoirs, mais c'est utopique, c'est pas possible, les gens vont mourir de faim, tu peux pas. Et déjà, les végans, tu as vu, il y en a moins de 100 000 en France, faut arrêter, il y a 0,8% de végétariens, vous parlez à qui? Moi, je veux parler à vous qui nous écoutez, à vous qui consommez encore du jambon, de la viande, du saucisson, etc. Voilà, allez-y mollo. C'est vrai que les conséquences sur la santé sont pas terribles. Vous savez que la charcuterie peut augmenter le cancer du côlon. Donc, t'étonne pas quand tu vas faire ton dépistage automatique à plus de 50 ans au mois de novembre, parce que bien sûr, en fin d'année, pour répondre au quota, hein, donc tu vas avoir un cancer du côlon. Ben, si tu te manges le sauciflard par semaine, c'est sûr. Mais allez-y mollo. Apprécier. C'est comme on avait parlé du pain au chocolat, moi, que je mangeais tous les dimanches, tu sais, pour apprécier, pour regarder, tu mets cette exceptionnalité. N'en mangez pas tous les jours. Mais aujourd'hui, avec des compagnies, des Justin Bridou, ils te font des saucissons, c'est comme le petit doigt maintenant, tu les manges comme ça, comme des trucs. Mais il faut arrêter. Les conséquences sur la santé, c'est quoi? T'as les antibiotiques, je te l'ai dit, hein, depuis, voilà, il y a 40% de la production d'antibiotiques qui est destinée aux animaux d'élevage. Il faut savoir que c'est les mêmes antibiotiques que pour nous humains. Donc, t'étonnes pas que si tu te chopes un staphylocoque doré et que tu peux pas être soigné avec des antibiotiques, tu vas crever, et tu vas crever parce que t'en as trop bouffé, voilà, qui sont dans ton corps. Hein, tu réponds plus, t'es plus réceptif. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Hein, je me couvre derrière l'OMS. Hein, donc, nous allons vers une pandémie d'antibiorésistance. Voilà. Donc, allez-y mollo sur justement cette viande chargée d'antibiotiques. Et faites attention aussi au cochon espagnol, hein, parce que le cochon espagnol, lui, il est chargé. Hein. Il n'est pas chargé en testostérone comme les Espagnols, mais lui, il est chargé en antibiotiques. Hein. Il y en a quasiment 2 fois plus dans les cochons espagnols. Alors, les cochons qui vont nous arriver du Mercosur, j'ose pas, imaginer la dose qu'ils se prennent d'antibiotiques. Parce que les antibiotiques, ça les protège, mais ça les fait grossir aussi. Hein. C'est comme des anabolisants. Donc, il y a aussi les oméga-6. Alors, les oméga-6, c'est des mauvais acides gras. Pourquoi? Parce que, en fait, ils mangent donc de mauvais aliments, quoi. Ils mangent des huiles végétales, il y a le maïs, le soja, les OGM, etc. Donc, tout ça, c'est trop riche en oméga-6. Et donc, ça produit une viande qui est riche en oméga-6. Alors, la viande de porc, en général, c'est une viande qui est maigre. Tu connais la différence entre la viande de porc et la viande rouge, par exemple, Kate? On dit que la viande de porc, en fait, est maigre parce que lorsque tu enlèves le gras, dans la fibre de la viande, il n'y a pas de gras. Par contre, dans la viande rouge, dans la fibre, même sur du bœuf à 0% ou à 5%, etc., tu as toujours entre 5 et 10% de gras dans la fibre. Tu peux pas enlever ce gras. C'est ça on dit que c'est une viande maigre parce que dans le porc, il y a pas ce gras. Bon, tu peux enlever le gras. Mais en général, tu as des côtelettes, des trucs et tout. Tu manges du gras du cochon, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'oméga 6 et les oméga 6, bon, on en a déjà parlé, hein, c'est pro-inflammatoire, etc., etc. Alors, il y a un label en France qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Je crois qu'on en avait parlé pour les œufs. Il y a du cochon aussi, Bleu Blanc Cœur. Le cochon Bleu Blanc Cœur, j'ai même vu du jambon, voilà, même dans les supermarchés où il y a Bleu Blanc Cœur. Bon, jambon élevage, en élevage intensif. Mais là, il n'y a pas d'oméga 6, il y a même des oméga 3. Puisqu'en fait, c'est une alimentation qui est enrichie en oméga 3. Donc, c'est un label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Vous le connaissez pour les œufs. Il existe également pour la viande. Après, parlons donc justement de cette production intensive, notamment en Bretagne. On a parlé des algues vertes, avec la pollution des eaux. Mais l'environnement, c'est une catastrophe. Parce que les déjections animales, on appelle ça le lisier, tu vois, c'est riche en azote et en phosphore. Et le répandage, donc excessif sur les terres agricoles, donc ça entraîne des pollutions importantes de quoi? Des sols et aussi des nappes phréatiques. Donc prolifération des algues vertes, etc., etc. Après, il y a toutes les émissions de méthane et d'ammoniac, hein, ces 2 gaz aussi qu'on appelle à effet de serre. Hein. Bon, même si on croit pas au réchauffement climatique, va respirer près d'un élevage intensif de cochons, ou tu habites près d'un élevage intensif de cochons, tu verras que lorsqu'il y a une petite brise, tu fermes les fenêtres, hein, parce qu'après tout le lisier va dans des bassins de décantation, etc. Moi, je sais, j'ai failli habiter à côté d'un truc comme ça au Québec. Je me demandais pourquoi toutes les maisons, en fait, elles étaient toutes à louer, tu vois, parce que voilà, tous les trimestres, si tu veux, ils vidaient donc les cuves et c'est une horreur.
Donc voilà, c'est un dégât pour l'environnement et je te parle même pas de la gestion des déchets. Tu vois, le volume de Dizy est tellement excessif que c'est très difficile à gérer. Voilà, donc pour en revenir à l'élevage intensif, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est très prégnant. Depuis les années 60, on peut pas faire, je dirais, faire cas, je dirais, de cette particularité non pas française, parce que c'est dans tous les pays industrialisés. Mais si vous avez à choisir une viande de cochon, allez plutôt vers du cochon bio. Voilà. Je pense que c'est la seule aujourd'hui option que vous allez d'aller vers du bio. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a également du Fleury-Michon, je sais plus quoi là, du bio sous cellophane, jambon, etc. Et pour terminer l'émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu du jambon. Ça va nous détendre peut-être. On va parler du jambon parce que c'est quasiment tout le monde mange du jambon. En tout cas, moi j'en mangeais. Hein, voilà, Kate un petit peu. Hein, donc, tu voulais enchérir sur mon développement. En tout cas, non, mais tu peux conseiller les spectateurs, en tout cas sur la consommation de jambon. Tu l'as dit, c'est le plat préféré des enfants, le jambon puré, c'est le plus simple. Donc Alors le jambon, bon, on va faire rapide sur le jambon, vous allez comprendre. Hein. Donc le jambon, en fait, vous savez très bien que c'est pas un cuisseau de jambon. Vous savez très bien que le jambon est reconstitué carrément, même le jambon que vous avez chez le boucher. Hein. C'est une pièce qui est reconstituée. Bon. Alors dans le jambon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des additifs chimiques. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des nitrites. Nitrites, c'est le E250 par exemple. Pourquoi il y a des nitrites? Parce que c'est pour prolonger la conservation, mais aussi pour donner cette couleur rose. C'est carrément, bon, tous les jambons, ils ont toutes la même couleur. Hein. On dirait c'est standardisé, tu vois. Voilà, c'est cette couleur rose appétissante. Bon, il faut savoir que les nitrites, c'est des substances en fait qui favorisent la formation de composés cancérigènes. Hein, voilà, pour rester poli. Maintenant, la nouveauté, c'est de dire c'est du jambon sans nitrite. Est-ce qu'on peut y croire à ça? Oui. Il y a un autre conservateur, mais c'est pas du nitrite. Ouais. Il y a des jambons sans nitrite. Mais il y a quand même un autre conservateur. Oui, il y a un autre conservateur, mais qui n'est pas du nitrite. Voilà. D'accord. Donc, vous avez aussi le choix. Mais là, tu sais, maintenant, tu as le jambon dégraissé, tu as le jambon avec moins de sel, tu as le jambon sans nitrite, tu as le jambon bio. En fait, le marché s'adapte. C'est qui a lu Karl Marx, le Capital, c'est le Capital qui fait marcher le business, les amis. C'est pas les hommes, on s'en fout, les industriels du tout. Le Capital, voilà, c'est une espèce de rouage, tu sais, qui continue et il fait du pognon surtout. Que ce soit les végans, les antispécistes, avec les simili-carnés, avec les mondialistes comme Bill Gates qui produisent du Beyond Meat, voilà, en finançant des produits pour les végans, ça en fait toujours du business. Il faut faire du pognon en tout cas. Donc, il y a les additifs chimiques, il y a le sel, donc riche en sel ou en sodium. Si on a la différence entre le sel et le sodium, c'est pas la même chose. Le sodium est beaucoup plus concentré que le sel. Donc il est riche en sel. Voilà, donc ça contribue hypertension artérielle, autres maladies cardiovasculaires, etc., etc. Les oméga 6, bon, je vous en ai parlé également. Alors en plus, on parle beaucoup des protéines. Hein, j'ai mes protéines. Les protéines en fait sont de faible qualité. Il y en a certaines marques en fait qui utilisent des protéines ajoutées, comme le collagène ou le soja, tu vois, pour augmenter la volume du produit et la qualité nutritionnelle. Donc il y a, alors ça me plaît beaucoup. En fait, c'est les injections de saumure. Tu sais, parce que le jambon, quand même, moi, je me souviens quand j'en mangeais, c'est goûteux, c'est bon, quand même. Tu vois, il y a un goût, quand même. C'est savoureux, quoi, tu vois. En fait, ça s'appelle la saumure. Alors, c'est quoi la saumure? La saumure, en fait, c'est un mélange d'eau, de sel, de sucre, oui, parce qu'il y a du sucre dans le jambon, hein, de phosphate, de nitrite, d'autres additifs. Alors, la saumure, elle est injectée sous pression dans la viande. Comme les antibiotiques, tu vois. Mais là, tu fais la saumure, voilà, à l'aide de multiples aiguilles, tu vois. Et donc, ce procédé peut augmenter artificiellement le poids de la viande de 20 à 30%. C'est pas belle la vie. Hein. C'est meilleur au goût et puis voilà, c'est plus lourd. Voilà. C'est ce qui est fait dans le poulet d'ailleurs, même dans le poulet, hein, c'est pas la même technique aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais dans le jambon, c'est quand même très présent parce que c'est ce qui donne vraiment le goût au jambon. Tu vois. Après, bon, il y a toutes les fausses promesses de labels. Tu vois, me fait rigoler quoi. Le jambon fermier, le jambon traditionnel, c'est comme le poulet, tu vois. Mais ça vient tout d'élevage intensif. Après, bien sûr, il y a tous les emballages sous vide. Mais bon, le problème des emballages sous vide, c'est que il y a des gaz en fait qui sont parce que l'atmosphère est contrôlée, tu vois. Et pour prolonger en fait la durée de conservation, l'emballage plastique, enfin hermétique bien sûr, il y a des gaz comme l'azote ou le dioxyde de carbone. Ça évite l'oxydation, ça ralentit la croissance des microbes et tout. Bon, au moins tu manges, il n'y a pas de microbes, tu vois. Mais bon.
quand on fait de l'azote ou du dioxyde de carbone, tu vois, c'est pas le top. Donc voilà, le jambon c'est pas le top. Est-ce qu'il y a une alternative? Bah je serais clair, non, il y a pas d'alternative. Donc n'essayez pas les simili-carnés, les faux jambons. Bah, là c'est pire. Je ferai une capsule sur les simili-carnés pour vous. Ah bah, Je pense que ça serait intéressant. bah, en plus, je crois qu'on Euh, en a parlé quand tu es venu en studio. Il me semble qu'on en a parlé ouais, rapidement, ouais, que ouais, tu ouais, avais ouais, 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 tout présenté. à fait, Je t'ai tout à posé la fait. question, ça me rappelle. Mais je crois que, mon cher Gilles, je crois qu'à partir de maintenant, nos spectateurs ne verront plus le cochon de la même manière. Hein. Enfin, j'espère En bien. tout cas, le jambon, parce que le cochon, je pense qu'on a toujours cet imaginaire des cochons. Il faut garder bien sûr l'imaginaire des enfants. Hein. J'ai été provocateur tout à l'heure, mais c'était voulu. On va passer aux questions des spectateurs, si tu es d'accord, des questions qui nous ont été posées suite à la capsule sur le mythe du yaourt. Alors, on a d'abord, alors bien sûr, je remercie encore une fois chaleureusement tous les spectateurs qui nous remercient, qui te remercient, qui sont très gentils dans leurs commentaires. Donc, merci à tous. On a Mel qui nous demande un conseil, qui te demande un conseil sur les graines de chia parce qu'elle nous dit que son fils, en fait, ne les supporte pas en bouche, et du coup, elle essaye de les mixer, mais elle n'y arrive pas. Est-ce que tu as une astuce à lui donner? Ben non, parce qu'en fait, je dirais les graines de chia, ça ne se mixe pas. Les graines de chia, si elles sont gonflées, ça ressemble un petit peu à du tapioca, tu vois. Donc là, après, c'est les goûts et les couleurs, je dirais, voilà, ça se commande pas. J'ai pas de solution pour cette personne, désolé. Après, pourquoi les graines de chia, hein, on peut trouver aussi des Elle peut oméga trouver autre 3 chose. dans d'autres choses. Voilà, il faut pas Voilà. forcément forcer, faut pas forcer un enfant à manger quelque chose qui ne souhaite pas. Après, il faut un petit peu insister, par contre. Mais j'aime pas le verre. Mais ouais, tu vas manger des haricots. Mais voilà, trouver des astuces. Mais voilà, moi je suis pas forcément celui qui va dissimuler des aliments pour le faire manger à l'enfant. Je pense que ça doit venir naturellement. Après les graines de chia, il faut vraiment bien les faire gonfler. Et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On a Mérib qui, alors elle a un bébé de 1 an qui doit avoir un peu plus maintenant vu le temps qui s'est espacé. Elle l'allaite et alors on lui dit, on me dit, donc j'imagine son entourage lui conseille de donner des yaourts à son bébé. Et elle demande si c'est nécessaire, voilà, pour pas qu'il soit intolérant plus tard. En fait, on a une lactase. Le lactase, c'est une enzyme qui nous permet de digérer le lactose. Voilà. Et en général, lorsqu'on est sevré, on boit plus, on ne consomme plus de lait. Hein. Après, il y a du lait fermenté, etc. Il y a les fromages. Mais là, on parle que du lait. Après, les yaourts, c'est quand même une invention moderne, hein, le yaourt. C'est pas en mangeant du yaourt qu'on va devenir moins intolérant au lactose. C'est comme manger du blé. Tu donnes du blé très tôt, c'est pas pour ça qu'il va pas devenir intolérant au gluten. Donc voilà, sachez que le lactose et le gluten sont les deux principaux allergènes qu'il y a dans notre alimentation moderne. Pourquoi? Parce que le lait est pasteurisé et puis le gluten voilà, est issu d'un blé qui a été modifié dans le temps et qui a beaucoup plus de chromosomes. Voilà. Et moi, j'ajouterais aussi de bien écouter son enfant aussi, ses envies, parce que quand il va grandir, si jamais il aime pas le lait ou il aime pas les yaourts, eh ben ne pas le forcer. Voilà, c'est un petit conseil de maman que je donne. Malgré les conseils des pédiatres, hein, ne forcez pas les choses. Voilà, écoutez votre enfant, il sait, voilà, il a une bonne intuition aussi, même s'il est petit, mais il aura une bonne intuition. Et puis enfin, je voulais qu'on termine sur Val 13013. Hein, j'imagine qu'elle est de Marseille ou de la région. Elle te dit, alors c'est un petit clin d'œil, elle te dit qu'elle aurait aimé que tu développes dans les grandes lignes le sujet yaourt de soja parce que ta moue l'a intriguée. Alors est-ce que tu avais fait une grimace quand tu as commencé à parler des yaourts de soja? Je ne sais plus. Oui, Mais parce que je suis pas, voilà, je pense que tout ce qui est soja à transformer, mis à part le lacto-fermenté, il faut y aller mollo avec le soja. Il y a quand même des phytoestrogènes dans le soja, qui sont des hormones qui ressemblent aux œstrogènes, et donc pas dans le soja lacto-fermenté. Et pour moi, tout ce qui est à base justement de yaourt, notamment de soja, hein, voilà, voilà, je préfère mettre, je dirais, faire une mise en garde concernant les phytoestrogènes qu'il y a dans le soja.
Sachez qu'on prend toujours exemple sur les Asiatiques, nous ne sommes pas constitués comme des Asiatiques. Ça m'étonnerait que le grand-parent de Val, 13013, ait consommé du soja. Faites attention aux aliments que ne consommaient pas nos grands-parents. C'est cochon et jambon y compris. Ils consommaient du cochon de la ferme. Et peu. Voilà. Pas 30 kilos par an. Avec parcimonie. Avec parcimonie. Merci. Mais bon, je pourrais revenir sur les produits végétaux, notamment. On y reviendra sur les simili-carnés, les produits comme les yaourts de soja. Parce qu'il y a de bonnes choses quand même. Faut pas tout rejeter. Il y a quand même de bonnes choses dans la modernité. Il faut pas que je paraisse comme un vieux schnock qui est aigri. Non, il y a de belles choses. Pas beaucoup, mais il y en a. Merci Gilles et merci à tous nos fidèles spectateurs. Vous aussi, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager tout simplement vos expériences. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Et puis la prochaine fois, j'en sélectionnerai pour que Gilles puisse vous répondre. Merci Gilles, même si cette capsule était assez particulière, assez... Ouais, elle était chargée C'est en dynamique au émotions, moins. hein. Si vous nous avez écouté jusqu'à présent, c'est que vous n'êtes pas ennuyé. Moi, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est pas de vous faire peur, ni de vous culpabiliser. C'est juste de vous séduire aussi par mes arguments, par mon discours, et puis par mon dynamisme également. Parce que bon, C'est le but. c'est le but. Voilà. Salut à tous. Merci, à bientôt. Merci Kate.